D'Emmanuel Lévin, Judaïsme contre sionisme, le cri d'un prophète en Israël, suite. Quatrième partie, Tzedek, texte de combat pour la justice et la paix. Deuxièmement, le judaïsme et la résistance, un 4 et toujours un 4, suite. Après la mort de Siméon, ce fut son troisième fils, Jean Hircan, qui lui succéda. Sous son règne, les caractères du 4 contenus en germe dans la révolte maccabéenne allaient se développer et se manifester avec éclat. Si encore du vivant de Juda, la révolte conserva son masque religieux et spirituel, après sa mort, il tomba. Ses frères découvrirent leurs intentions véritables, qui n'avaient rien à voir avec la défense de la religion juive et les principes essentiels de la Torah. Plus agressifs et plus ambitieux, relate Cécile Roth, ils se mirent délibérément à étendre les territoires sous leur loi. Ils obéissaient à l'âpre morale du combat qui était universellement dominante à cette époque. Les peuples conquis ne pouvaient guère s'attendre à être pris en considération par eux. Dans bien des cas, ils étaient expulsés, dans les autres, ils étaient convertis de force au judaïsme. À ces acquisitions, Siméon ajouta l'important port maritime de Jaffa, dont il expulsa les habitants gentils. Fin de citation de Cécile Roth. L'histoire est un éternel recommencement, dit-on. On voit que l'histoire israélienne n'est que la répétition de l'histoire juive ancienne. L'histoire de l'État d'Israël était déjà terminée lorsqu'elle a commencé. La leçon de l'histoire juive, celle des Maccabées en particulier, nous apprend avec précision et certitude le destin de l'État d'Israël. L'impérialisme devint le contenu principal de la politique de Jean Hircan. Citation. Sous Jean Hircan, l'expansion devint le mot d'ordre de la politique nationale. Il repoussa les frontières de l'État de tous les côtés. Et toutes les populations des territoires conquis étaient obligées d'embrasser la religion juive. Fin de citation de Cécile Roth, page 93. Après la mort de Jean Hircan en 104, ce fut son fils aîné Juda ou Aristobule qui lui succéda. Il continua la politique d'expansion de son père. Un siècle après la révolte des Maccabées, la superficie de l'État juif avait décuplé. Cependant, si la politique extérieure était triomphale, la politique intérieure, elle, marchait moins bien. Mattathias et ses fils avaient réussi à soulever le peuple juif parce qu'ils avaient donné comme but à la lutte la libération religieuse. Mais la violence devait les entraîner sur les chemins du 4 qui nous mènent à Rome, c'est-à-dire au pouvoir, à la possession, à la souveraineté. Or, la souveraineté humaine est contraire à l'essence de la Torah. Toute personne ou tout groupe d'hommes qui veut accéder à la souveraineté se condamne à rencontrer sur la voie royale l'opposition catégorique de Dieu et de la Torah en la personne de leurs serviteurs fidèles, donc à les combattre et à réprimer et à mater leur opposition. Ainsi, les Hasmonéens qui avaient engagé la lutte contre le pouvoir helléniste avaient maintenant pris sa place. Par rapport au peuple, ils occupaient exactement la même position que l'oppresseur étranger. Citation. Au cours de cette période, raconte Cécile Roth, le fossé s'agrandit entre la maison régnante et certains de ses sujets. Les frères hasmonéens avaient pris le pouvoir en tant que chefs de la révolte populaire. Le caractère héréditaire avait été conféré à leur maison par la grande assemblée des prêtres et du peuple et des chefs de la nation et des anciens du pays. Les éléments au moins d'une théocratie démocratique étaient saufs. Après le retour de l'exil, la plus haute autorité de l'État juif avait été le grand prêtre, dont l'influence s'exerçait uniquement en vertu de son office spirituel.
Que Judas Aristobule et ses successeurs aient pris le titre de roi introduisait un élément tout à fait neuf dans la Constitution. Citation de Cecil Rhodes. D'après une tradition immémoriale, la royauté était réservée à la maison de David. Mais cette conception n'était peut-être pas encore si généralement répandue qu'elle le sera plus tard. Néanmoins, le cumul du rang de roi et de l'office de grand prêtre investissait la nouvelle dynastie d'un pouvoir que n'avaient pas connu même les souverains des jours héroïques du royaume israélite. Une puissante fraction du peuple trouvait à redire à cette concentration écrasante du pouvoir dans les mains d'une seule personne. Ils avaient bien voulu combattre pour leur religion. L'indépendance politique était, d'autre part, un souvenir si lointain qu'il n'y attachait pas grande importance. Quand la monarchie fut rétablie et que les abus inhérents à l'institution se montrèrent d'eux-mêmes, quelques-uns de ceux-là commencèrent à se rappeler presque avec regret des conditions antérieures et le rétablissement de l'hégémonie des gentils dans le domaine politique. Cette puissante fraction du peuple qui s'opposait aux princes de l'État juif, à l'existence même de l'État juif, donna naissance au parti des pharisiens. Comment se forma le parti des pharisiens? Quelles étaient ses tendances? Dans quelle classe de la nation recrutait-il? Voici ce que nous dit Cecil Rhodes. Au temps du premier temple et même après le retour de l'exil, les prêtres avaient été considérés comme les dépositaires officiels de l'enseignement et de la tradition. Leur devoir était d'interpréter la Torah et de formuler des décisions sur les points difficiles de la loi et de la pratique. Mais depuis les jours d'Esdras, la Torah était devenue la propriété du peuple tout entier. On la lisait et on la commentait fréquemment dans toutes les villes et les villages, et la déférence qui entourait les prêtres se trouva reportée sur tous ceux qui se montraient habiles à expliquer les saintes écritures. Leurs disciples les appelaient respectueusement rabbi, c'est-à-dire mon maître. La tradition s'était élargie par jurisprudence. Les décisions ou les pratiques d'un rabbi servaient de guide aux générations suivantes. Une somme considérable de tradition orale se développa, renforçant et éclaircissant le texte biblique. Des idées neuves étaient assimilées et recevaient une teinture juive. C'est ainsi qu'était né un corps d'enseignement plus moderne, plus souple, plus vivant que les prêtres du temple. L'interprétation de la Bible telle que la concevaient les rabbis était moins stéréotypée. Leurs décisions en matière légale tendaient à plus de douceur et ils n'avaient pas de scrupule à tourner au besoin la lettre stricte de la Torah par des fictions légales transparentes. Ils consolaient des vicissitudes de ce monde par la doctrine de l'immortalité des âmes et de la résurrection des corps que les prêtres niaient ardemment, ne pouvant s'autoriser d'aucun passage biblique sur ce point. Pour la pratique, les décisions respectives en matière légale reflétaient des intérêts divergents des deux classes, l'aristocratie foncière d'une part, les artisans et les petits propriétaires de l'autre. C'est ainsi que se développèrent deux partis dans l'État, l'un considérant le temple comme le centre de l'instruction et d'un culte sacrificiel, tandis que l'autre cherchait la lumière où il pouvait la trouver. L'un était essentiellement conservateur, l'autre éclectique, tant pour la doctrine que pour la pratique. L'un était recruté principalement parmi les prêtres, épaulé par l'aristocratie et les propriétaires fonciers, l'autre parmi la basse et la moyenne classe. Le premier soutenait la monarchie absolue, dévolue aux grands prêtres héréditaires, le second penchait pour la démocratie. Graduellement, le premier parti prit le nom de la famille sacerdotale de Zadok, ancêtre des Asmonéens, Tsedokim ou Sadducéens, tandis que les autres recevaient l'appellation de Pérouchim, pharisiens ou dissidents.